On a une bonne vingtaine de minutes de questions-réponses. Aussi, je demanderai à chacun de faire des questions courtes, de sorte à pouvoir laisser développement à M. Bernochet. Je n'ai dit que l'essentiel, tout ça est très schématique. Hein. Alors, qui veut poser des questions? Julien. J'ai une question assez simple. En fait, vous dites que la révolution elle a été possible en 68 parce qu'il y avait un appareillage idéologique, etc. Mais est-ce que finalement... Mais elle a été faite, elle n'était pas possible, elle a été faite. Elle a été faite, enfin, elle a été rendue possible parce qu'il y avait ça. Mais est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que tout ça a été coordonné parce qu'on a une vision rétrospective? Est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas les germes un peu partout avec, je ne sais pas si c'est la contre-culture, mais le mouvement réactionnaire, on va dire, quand même, d'un appareillage idéologique qui serait en opposition? En toute immodestie, mais avec une grande humilité, je vous dirais que je connais bien l'appareillage idéologique, je suis au cœur, et pas depuis hier. Il y a 30 ans, je dirigeais une émission qui avait un très gros succès sur Radio Courtoisie pendant 5 ans. Je n'ai pas cessé depuis cette époque, j'enseignais le journalisme à l'époque, depuis notamment la chute du mur de Berlin et la première guerre du Golfe en février 91, je n'ai pas... J'allais utiliser un mot très vilain, mais il y a des dames ici. En fait, j'ai pas débandé. Nuit et jour, je me préoccupe. Il n'y a pas de corpus idéologique véritable. Il y en a pas. Il faut, si vous voulez, avoir de vrais penseurs de la modernité. Il faut remonter à Gustave Le Bon, qui est l'inventeur de la publicité moderne, avec son grand ancien Gabriel Tarde, les lois de l'immigration, ou plus récemment sur un Italien, mais qui n'est pas très aimé dans le milieu, qui est Julius Evola, avoir la révolte contre le monde moderne. Mais des grands penseurs, j'en vois pas. Ils se trouvent pas non plus dans la nouvelle droite. Où sont les grands penseurs qui aient vraiment une vision structurante? Où sont-ils? En tout cas, ils ne sont pas accessibles aux gilets jaunes. Et il n'y a pas... Alors, tout le monde va dire... Ce qui ne veut pas dire que nul n'ait des bonnes idées. Mais ces idées, elles sont éparses. On a un puzzle ou une mosaïque, mais on n'en a pas rassemblé les morceaux. On n'a pas d'architecture. Hein, on n'a pas de projet de société qui fasse... Alors, le capitalisme, l'hypercapitalisme est en train de s'effondrer. On arrive peut-être d'ailleurs en 2019 à un krach mondial. Mais que va-t-on mettre à la place? Quand je termine là-dessus pour être bref, quand M. Besancenot, qui est en fait un grand bourgeois nanti, hein, c'est également un petit facteur, apparemment, un petit facteur, à Neuilly, anime le parti anticapitaliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes contre le capitalisme. Qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Le socialisme et le communisme s'est effondré partout. S'il subsiste en Chine, mais parce qu'il s'est converti à l'hypercapitalisme, et au Vietnam, mais là aussi, c'est une société totalement américanisée, libéralisée, en fait tout ce que vous voulez, même s'il reste un peu vietnamien. Puis en Corée du Nord. Mais à part ça, il a échoué partout. Et partout, il s'est fracassé sur le mur de la réalité. J'ai écrit, vous devez peut-être trouver ça, mais c'est un gros article sur le mythe sanglant de la Révolution de 1917, parce que pour écrire mes livres, je replonge aussi en avant dans l'histoire. Hein. C'est pas, je ne pratique pas ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire l'opinion. Je n'ai pas d'opinion. J'essaye d'avoir une vision structurée, scientifique, creusée. D'ailleurs, je suis assez casse-pied pour ça, parce que je mets des notes de bas de page. On m'a dit, mais ça ressemble à un quiz. Bon, je mets des notes de bas de page. J'essaye de fonder, de documenter, d'étayer ma pensée. Donc, les Gilets jaunes sont démunis. Alors, ils ont des catalogues de revendications, mais la révolution de 1789, derrière les cahiers de doléances, il y avait toute la philosophie des Lumières, je vous rappelle. Pas de révolution sans soubassement d'une vision, du renouvellement d'une vision du monde. Une autre question? Alors, si personne n'en a une, moi, pour une fois, j'en ai une. C'est bien. Par rapport au manque d'idéologie, bon, maintenant c'est avéré. De doctrine, on va dire. Mais ça peut être aussi une idéologie. Hein. On sait que ces grands mouvements sociaux ont toujours vocation à être influencés et potentiellement récupérés par des mouvements politiques. On le voit avec les élections européennes qui arrivent, le dépôt de listes Gilets jaunes, enfin le dépôt de propriété intellectuelle Gilets jaunes par Florent Philippot, ou les tentatives d'infiltration
par l'extrême gauche française ou par l'extrême droite française. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une efficacité? Est-ce que vous voyez une force politique française capable de récupérer le mouvement et de le structurer? Je pense que dès lors qu'on aura, pour l'instant, dans le contexte actuel, une force politique, il y a, comment s'appelle-t-elle, cette dame qui avait lancé cette vidéo virale, là, elle voulait monter une liste, un parti. Alors je pense qu'elle y arrivera peut-être, parce qu'il y a des gens qui vont la financer, hein, pour justement fragmenter une fois de plus. Vous savez, comme moi, que Macron est donné, s'il y avait des élections, Macron serait donné réélu. Aujourd'hui même, il serait réélu, parce qu'il y aura le repoussoir du Rassemblement national, même avec ou sans Mariani. La France debout ne fait pas le poids, sauf à ce qu'il y ait une alliance. Alors, ce qu'il faudrait espérer, appeler de nos voeux, c'est qu'il y ait une alliance entre la France insoumise. Donc, il faudrait que M. Macron soit évacué. Parce que tant qu'il sera là, ça dit clairement, M. Macron sauve la France. M. Macron, je veux dire, M. Mélenchon sauve la France. Mais on pourrait imaginer une possibilité d'alliance en façon italienne entre 5 étoiles et la Ligue du Nord. Sauf que 5 étoiles était un mouvement très structuré, autoritaire même. Et que la France insoumise n'est pas un mouvement ni structuré ni autoritaire. Même s'il y a des individualités brillantes. Il y a partout des individualités brillantes en France. Mais tout ça, ça ne fait pas un tout. J'allais ajouter quelque chose. Oui, aujourd'hui, j'ai écrit un livre, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, ceux qui ont le mépris, et même parfois la haine du peuple, c'est les gens qui viennent tous de la gauche. Ce sont des gens de gauche. C'est ça qui est formidable. Ça se voit à travers leur peur panique du référendum d'initiative populaire. Il faut surtout pas donner la parole au peuple. Ah bon? Je croyais que le peuple était souverain. Ne pas donner la parole au peuple. Parce que le peuple, il pourrait nous emmener on ne sait pas où. Alors on brandit la menace, abolition de l'avortement, de la peine de mort. Et c'est monsieur Castaner qui disait ça? Oui, c'était pas Philippe. Monsieur Castaner disait, il n'est pas question de revenir sur les avancées, Il disait même pas avancée sociétale. C'est une crémaillère. Comme on entre dans l'Union européenne, on peut pas en sortir. Hein, on essaye de casser le Brexit. Et là, on a des avancées sociétales, une fois pour toutes. C'est un sujet sensible, l'avortement des dames ici. Mais moi, j'ai pas encore compris en quoi l'avortement était véritablement une conquête sociétale ou sociale tout court ou même morale, dès lors que l'avortement au départ était prévu comme une clause de sauvegarde pour les situations de détresse exceptionnelles et non pas comme une méthode de contraception à usage courant. N'oubliez pas que 200 000 immigrés par an, officiels, 200 000, c'est à la louche, mais ce sont ces chiffres-là. 200 000 clandestins, ça fait 400 000, et on a 220 000 avortements par an, et ça, c'est le chiffre officiel en moyenne depuis 40 ans. 220 000, vous voyez le déficit démographique. Or, la France est en train de crever démographiquement, ça c'est clair. Si bien que les Nations Unies avaient prévu dès les années 2000, il y a un rapport que j'ai cité, que j'ai lu en anglais, mais qu'on ne trouve plus sur le site des Nations Unies, ou alors il faudra chercher pendant des heures, qui prévoyait 130, 140, 150 millions d'immigrés extra-européens à horizon de 2020-2025 pour compenser les pertes démographiques. C'est prévu depuis les années 2000. Et tout ce qui nous arrive, c'est pas le fait du hasard. Tout est programmé, planifié, et planifié depuis longtemps. Et avant que ça ne soit écrit par les Nations Unies eux-mêmes, ça avait été pensé très en amont. Enfin bon, donc les avancées sociales, sociétales, sur lesquelles on ne peut pas revenir. J'ai entendu aussi, je ne sais pas si c'était Schiappa, en disant ce que la loi a fait, on ne peut pas le défaire. Il faut voir aussi quelle loi. Je vous rappelle que M. Macron a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, avec entre 14 et 15% des inscrits. 15% des inscrits, il a combien, 300, 400 députés, je sais plus. C'est aberrant. Donc c'est ça qui fait passer les lois. Mais où est la représentativité de ces gens? Depuis 40 ans, nous sommes dirigés par des minorités qui s'associent à d'autres minorités pour imposer à la majorité leurs lois.
Merci, je vois que vous êtes d'accord avec moi, monsieur. Une autre question? Je pense que le problème, c'est la bêtise crasse de la classe politique française et mondiale. Parce que la mondialisation qui est décrite comme étant bénéfique à tous est en train de faire crever l'Occident. Vous parlez à des ouvriers... Ils s'en foutent. Ah ben je vous le dis, ils s'en foutent. On le sait. L'écologie, c'est effectivement, des types comme Attali par exemple, sont dans l'avion 300 jours par an, mais ils vont dire qu'il faut augmenter le diesel parce que ça pollue. Il y a d'autres choses, la disparition de la culture européenne. Ils s'en foutent. Bien évidemment. Donc là, le vrai problème des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a personne qui a un discours audible là-dessus, personne n'est convaincant. Mais parce qu'ils n'ont pas les outils. Non, mais ils peuvent avoir... Dans la classe politique, ça fait 40 ans qu'on vote pour éviter une catastrophe. On a voté, je ne sais pas, oui, soi-disant. Sarkozy passe, je ne sais pas comment, enfin pour éviter la catastrophe. Oui, la catastrophe du Front National. Non, la catastrophe de Madame Royal, qui, je le rappelle, avait préconisé pendant le débat que chaque fonctionnaire féminine soit raccompagnée par un fonctionnaire à l'appartement où elle quittait son emploi le soir. Hollande, on n'en parle pas, il y a par rejet de Sarkozy, il n'y a que du rejet. Et il n'y a personne en fait qui peut entraîner le peuple français. Et ils existent peut-être, mais ils sont soigneusement soutenus. Ils sont soigneusement, oui, on les voit pas. Et pour cause. Ou à chaque élection. Et pour cause. Les gens qui sont élus parce que. Vous m'avez déjà entendu dans les télés. Vous m'avez déjà entendu dans les télés. Vous m'entendrez jamais. Je suis même interdit à Radio Courtoisie. Parce que j'anime une émission sur RFM, j'ai rien à voir avec ER, mais j'anime une émission, j'ai créé la première émission de radio de RFM, et le fait, donc on dit, Monsieur Vernochet parle sur RFM, donc il est banni. Ça en dit long sur l'opposition et la dissidence en France. Un vrai débat politique doit, non pas opposer un journaliste à un autre, mais un homme politique à un autre. Et ça, il n'y en a plus. Il n'y a pas de débat. Non, c'est pas qu'il n'y ait plus d'hommes politiques, c'est qu'il n'y a pas de débat et que tout est dans ce qu'on appelle l'entre-soi. Je pense qu'il y a des hommes brillants et des femmes brillantes, bien entendu, dans ce pays. Souvent, il m'est arrivé, puisque je suis très attentif au déroulé de l'actualité, de voir parfois sur des questions que je connais bien, des questions de géopolitique, de voir des hommes et surtout aussi des femmes brillantes. On les voit une fois, deux fois, mais on les voit plus. Ils sont éliminés tout de suite parce qu'ils sont brillants, ils sont intelligents, ils tiennent un discours cohérent, on ne les voit plus. Ils sont évincés. Il y avait une ancienne colonelle de l'armée qui parlait de géopolitique, Galactéro. Cette fille, on l'a vue quelque temps, alors elle a été un peu la coqueluche des médias, mais ça n'a pas duré longtemps. Et maintenant, on ne voit plus jamais. Mais j'ai pas la liste, mais elle serait extraordinaire. Des talents, il y en a beaucoup en France. Alors, j'ai une théorie qui est très simple, c'est de dire il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir, il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Le quatrième pouvoir, on dit, c'est le pouvoir des médias. Mais en fait, le véritable premier pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir des médias. Alors pas du journaliste de base, du journaleux qui lui doit gagner sa soupe et qui est obligé de se coucher en permanence ou qui est convaincu de ce qu'il raconte. Mais ce sont tous les Xavier Niel, les Drahi, qui sont des gens, Drahi doit résider en Israël, ou je sais pas où, ou avoir ses intérêts là-bas, qui dirigent la presse, et c'est eux qui donnent le là. Dès le 19e siècle, c'était de la presse écrite, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, mais c'était déjà les mêmes qui achetaient la presse et qui la contrôlaient. Mais il y avait encore des presses dissidentes à l'époque. Maintenant, c'est fini. Qui a fabriqué M. Macron ? C'est la presse. M. Macron n'existe pas en dehors des médias. Comme je dis, cherchons le ventriloque. Cherchons l'homme qui tient la poupée. Et M. Macron tient son rôle. Et d'ailleurs, il est assuré, il est tranquille parce qu'il sait qu'il n'aura certainement pas de deuxième quinquennat. Mais il a un mandat pour avancer à marche forcée, faire avancer son lot compresseur. Pacte de Marrakech, Aix-la-Chapelle. Il fait son boulot. Et nous, on nous leurre aussi en nous disant l'ISF, etc. L'ISF, c'est pas le problème. Ça, les Gilets jaunes ne le savent pas. Alors, ils disent les riches paieront, parce qu'on est auto-intoxiqués nous-mêmes.
Hein, on croit les riches paieront, les riches paieront. La Suisse avait bien compris. Il y avait des gens qui plaçaient leur argent en Suisse. Et puis, il y a eu une votation, RIC, pour faire payer, imposer l'impôt. Alors, la Suisse, avec beaucoup de bon sens, a refusé, parce qu'on dit, si on les fait payer, ben, ils vont foutre le camp. Il y a d'autres paradis fiscaux. Il faut faire un ratio, il faut faire un équilibre. Les riches peuvent déplacer. Oui, mais qui sont les... Mais d'accord, mais quand on dit les riches paieront, c'est... Les riches paieront, c'est les riches aujourd'hui, c'est vous et moi. On considère que vous êtes riche à partir de 2000 euros de revenus par tête de pipe, ou 3000 ou 3500 pour un couple. Non, mais on croit rêver. Il faut évidemment aller chercher là où il est, chez les super riches. Chez les super riches. Les super riches. Il y a un truc très simple. On peut taxer les transactions financières à caractère spéculatif, ne serait-ce que quelques centimes d'euros à chaque fois que un logiciel, un algorithme fait bouger, achète. Vous savez, ça joue sur des sommes totalement infimes, mais on joue sur les marchés avec des différences qui sont microscopiques, hein, qui sont de l'ordre on fait quelques centimes à chaque transaction. Vous verrez, les milliards entreront dans la tirelire. Puis, navré de vous le dire, mais personne ne veut le dire, mais enfin, l'immigration coûte très cher à ce pays. Hein. Dans tous les sens. La fraude aux prestations sociales, je crois que c'est évalué à 14 milliards d'euros. La fraude. Hein, vous avez des multicentenaires là-bas au fin fond des Aurès on continue à faire vivre des villages. C'est très bien, mais enfin, c'est pas à nous à financer les villages avec des gens qui sont morts depuis 20 ou 30 ans. Hein. Par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Parce que les fuites, le tonneau, il fuit par en haut, mais il fuit aussi par en bas, il fuit de tous les côtés. Hein. Dernière chose pour vous répondre, ne parlez pas de bêtises de nos classes dirigeantes. Si l'hypercapitalisme, la parenthèse se reforme 68-2018, 50 ans après, c'est parce que l'hypercapitalisme est aussi une utopie, comme l'était le marxisme, et que toutes les utopies sont à la fois, 1, meurtrières, et 2, vouées à toujours se fracasser sur le mur du réel. Donc on arrive à bout de souffle d'un système qui a montré qu'il n'était pas viable. Et là où on peut distinguer, c'est ce que je développe dans mon livre La guerre civile froide, entre les utopistes, qu'ils soient ultra-libéraux, anarcho-libéraux, tout ce que l'on veut, ou marxistes, ou marxistes-léninistes, ou trotskistes, c'est la même chose. Il y a le réalisme. Et il faut revenir à un vrai réalisme politique, savoir ce que l'on veut. On veut gérer, et c'est pour ça qu'il y a une montée des populismes. Il y a des gens qui apparaissent comme des sauveurs, que ce soit Bolsonaro au Brésil, Duterte, c'est aux Philippines, ou Poutine en Russie. Chacun à sa façon, chacun en bien et en mal. Hein. Ce ne sont pas des saints, tous ces hommes, mais qui veulent se recentrer sur les intérêts des gens qui les ont élus, et de leur peuple, et de leur nation. Donc, ces gens, contrairement à ce que pensaient, ne sont pas ni aveugles, ni stupides, etc. Mais l'utopie qu'ils servent les a bien servis, leur a permis de s'enrichir, de vivre tout à fait à l'aise, de jouir sans temps mort et sans entrave. C'était un slogan de 68, jouir sans temps mort et sans entrave. Sauf que maintenant, les vaches grasses sont peut-être terminées, on en arrive peut-être aux vaches maigres. Et au lendemain qui déchantent. Toute dernière question. Jason, tu voulais poser une question, vas-y. Oui, vous parlez des 14 milliards de fraude fiscale, mais je trouve aussi qu'il faut avoir un sens des priorités. Non, mais on a besoin d'argent. L'argent, il existe. Il y a 14 milliards à récupérer ici, vous avez raison. Mais il faut avoir quand même des sens de priorité aussi dans le sens où le plus gros paquet à récupérer, c'est l'évasion fiscale. Et ce qui a déclenché les gilets jaunes, moi j'écoute aussi beaucoup de débats. Oui, on l'estime à 200 milliards par an, l'évasion fiscale. Mais on a pris des mesures ces dernières années pour restreindre, pour limiter l'évasion fiscale. Mais ils vous répondront que dans un système globalisé, on ne peut pas fermer non plus les frontières, et c'est vrai. Alors il faut avoir, dans une voiture, on a un frein, un accélérateur. Il faut avoir des mesures incitatives qui incitent à l'investissement en France, limiter l'investissement, et il faut aussi penser que la tranche d'imposition en France c'est 45%. Donc revenons peut-être à des prélèvements à hauteur de 30%, et l'évasion fiscale sera moins importante.
Parce que le jour où il n'y aura plus de riches, je vous rappelle que le jour où il n'y aura plus de riches, ça veut dire qu'il n'y aura plus que des pauvres. Vous me faites le discours, je l'entends, hein, après c'est un discours de droite, c'est la personne de droite qui... Ah ben moi je suis pas de droite, je suis au-delà de la droite. Peu importe, j'ai pas envie de vous mettre dans une case. Oh ben vous avez bien raison. Hein. Mais pour aller jusqu'au bout, c'est qu'à force de regarder sur les médias, les débats, etc., on a l'impression que les journalistes spécialistes politiques qui sont censés analyser, etc., ils oublient le sens. C'est parti d'une taxe qui était ressentie justement comme très injuste sur le gasoil, parce que nous, en bas, entre guillemets, on n'a pas le choix que de prendre notre voiture pour aller bosser, etc. Alors qu'au-dessus, il y a l'évasion fiscale des 100 milliards, il y a même des entreprises françaises comme EDF qui ne payent pas leur impôt en France, et tout est parti. Et on a 80 milliards pour l'immigration chaque année, voilà. Tout est dit, mais surtout c'est un sujet tabou, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas, et il vaut mieux que... Voilà. L'argent, il faut... Je vous dis, je développe cette idée de revenir au sens du réel. Retour au réel. Le réel, c'est de trouver des politiques, non pas d'égalité. Je récuse complètement le mot d'égalité. L'égalité, elle n'existe pas. Moi, j'ai des copains qui gambadent et moi, je suis avec une canne. Il n'y a pas d'égalité entre nous. Mais au réalisme, au réel, avec un accélérateur et un frein, et trouver des équilibres. Et je plaide pour l'équité. L'équité. L'équité, c'est pas l'égalité. Il faut qu'il y ait une justice sociale, mais au sens d'équité. Et l'équité, là-bas, c'est pas de vivre décemment de son travail. C'est pas de vivre dignement de son travail, c'est déjà de vivre décemment de son travail. Et ça doit être garanti pour tout le monde. Tous ceux qui travaillent doivent vivre décemment de leur travail. Décemment. La décence. Revenons à ce sens-là. Ça, c'est le sens du réel. Et ceux qui travaillent le plus doivent évidemment pas être écrasés. Alors j'ai pas la panacée, hein, j'ai pas de baguette magique, mais on sait quand même, on a des directions dans lesquelles nous diriger. Je prends un exemple. Tout à l'heure, c'était également mon chauffeur de taxi ce matin, et j'en termine là-dessus parce que paraît-il notre temps est très limité. Le chauffeur de taxi me parlait des autoroutes. Je lui disais mais l'État a bradé ou pas vraiment bradé à des compagnies privées alors que les autoroutes sont amorties depuis longtemps. Et il me dit oui, mais même au départ elles devaient être gratuites. Ah, je dis oui, bien sûr, elles devaient être gratuites. Il me dit mais pourquoi ne prend-on pas le système suisse? Tous les automobilistes, tous, que vous utilisiez votre bagnole 1 jour ou 100 jours ou 300 jours par an, payent 30 € pour l'entretien des autoroutes. Et les autoroutes sont entièrement gratuites. Bah, ça me paraît être un système relativement équitable, en tout cas plus que de payer des super péages. Ça l'était au départ, c'était des concessions. Le problème, c'est que les concessions perdurent. Ah bah oui, c'est ab libitum. On nous raconte mais des conneries. On nous dit 80 km/h, ça sauve 40 000 vies et les radars. Non, ça remplit 1 milliard, 1,5 milliard dans les caisses de l'État. En Allemagne, il faut pas aller loin. Pourtant, on ne sait pas ce qu'est l'Europe. En Allemagne, la vitesse par défaut, c'est 100 km/h. Et vous savez comme moi qu'il y a des tronçons. Vous allez tous sur Google ce soir, vous verrez, vous tapez vitesse illimitée en Allemagne sur certains tronçons d'autoroute. Alors on voit des voitures à droite, puis on voit des mecs dans leur Lamborghini. Ils sont en train de se filmer à 360 km/h. Et ils sont en parfaite légalité. Qu'est-ce qu'on nous raconte que la vitesse tue? C'est la connerie qui tue. C'est l'alcool, c'est le hashish au volant qui tue. Ou l'incivisme. Mais si vous êtes discipliné, et si vous respectez les limites quand elles existent, et quand elles existent à bon escient, on respecte ce qui est respectable, bien entendu. Eh bien, ça fait pas tant de morts que ça. On nous dit, ah oui, les ventes d'armes aux États-Unis, ça tue. Mais allez à côté. En Suisse, les armes sont en vente libre. Les gens se passent pas leur temps à s'entretuer. Hein, l'armée citoyenne suisse, il y a encore quelques années, dans les gares, on pendait le fusil au porte-manteau, les soldats. Ils l'ont chez eux dans le placard de la cuisine. Leur kalachnikov, c'est pas des kalash, hein, c'est leur fusil d'assaut. Et vous alliez. Alors bien sûr, maintenant, je pense, on vous demande une carte d'identité quand vous allez chez un armurier, mais vous pouviez acheter n'importe quoi. Je me souviens d'un gars qui faisait l'aller-retour entre la Suisse et qui envoyait des balles. Il voulait tuer tel militant pro-palestinien. Il y a eu un procès. Il a été évidemment exonéré parce qu'il a dit mes parents ont tellement souffert pendant la guerre, j'étais très malheureux. Et lui, il avait tout un arsenal chez lui.
Il envoyait des balles en menaçant de mort. La justice française l'a exonéré. Il allait acheter ses armes tranquillement en Suisse, passer la frontière avec ses pétards. Il en avait une collection. Je vous donne ça comme exemple. Mais vous n'imaginez pas la somme de conneries qu'on nous raconte. Et au niveau de la fiscalité, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on va passer de l'impôt dégressif, voire progressif, à l'impôt proportionnel. L'impôt proportionnel, c'est quoi? C'est la CSG, la flat tax, etc. Il suffit d'augmenter en pourcentage, et l'assiette est augmentée, et il n'y a plus cet effet de progressivité de l'impôt. Ça, c'est quelque chose que Macron va enterrer, est en train d'enterrer. Il est en train de faire des tas de choses. À la source, etc. Tout ça, ça va dans le Depuis sens Sarkozy, on est en train d'enterrer aussi petit à petit la sécurité sociale. Proportionnel. Il n'y aura plus de dégressivité de l'impôt. Alors, je termine peut-être là-dessus pour conclure. Ça, c'est un aspect du problème. Comme le RIC est un aspect du problème, comme faire payer les riches, c'est un aspect du problème. Il faut avoir une vision globale, générale, panoramique, et je pense qu'il faut aujourd'hui changer, effectuer ce que j'appellerais, moi, c'est un peu savant, une rupture épistémologique, changer de paradigme, c'est-à-dire on doit changer de modèle de société. Changer de modèle de société.